Ça y est, on est en live. Bonjour à tous. Bonjour Jimmy. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui en ce jeudi 20 mars, jour de printemps. On a enlevé l'onglet chat, donc pour réagir avec nous, n'hésitez pas à nous mettre des emojis. Vous les avez en bas dans la fenêtre. Si le son est OK pour vous, voilà, mettez-nous des cœurs, mettez-nous des confettis. Ça nous donne du courage pour cette heure de live. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Pascal, responsable de OF Connect et Digi4Mag. On anime depuis 3 ans une communauté de plus de 4000 OF maintenant. On intervient tous les mois avec des webinaires. Donc là, le sujet du mois de mars, c'était la sous-traitance. Et donc je suis accompagnée de Pauline Klein, la fondatrice de la boîte à indé que vous connaissez, je pense, pour certains. Stéphanie Giraudet qui gère la relation formateur sous-traitant chez Numéricoach, un gros OF pour les outils Google et qui a géré la relation avec plus de 100 formateurs sous-traitants. Donc, elle a le côté donneur d'ordre et process. Et puis, évidemment, Jimmy Martin, que je ne présente plus, qui a fondé Certifopac. Donc, Calliope, la V9, c'est son dada. On a chacun un peu un prisme différent. On vous remercie d'ailleurs beaucoup pour toutes vos questions que vous avez pris le temps de nous poser en amont. On a laissé quand même, pour interagir avec vous, l'onglet questions sur le chat, en bas du live. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. On va traiter en priorité, évidemment, les questions du document partagé. On a pas mal de sondages aussi à vous proposer et quelques documents aussi qu'on vous partagera pendant ce live. Est-ce que tout le monde est connecté, tout le monde est OK pour démarrer? Donc, mettez-moi pareil, hop, un petit pouce en l'air. Génial. Je vous partage aussi le programme de ce live qui va durer 1 heure. On va vous libérer, promis, à 12h30 pour partir manger. Donc, pour démarrer, on va vous rappeler un peu le contexte parce qu'on ne fait pas ce sujet par hasard, évidemment. Après, on passera vraiment aux fondamentaux juridiques de la sous-traitance. On a voulu travailler ce live un peu en entonnoir, donc on va commencer vraiment par les fondamentaux. On fera évidemment un zoom sur Calliope. Et puis, pour ceux qui sont sur la partie CPF, on traitera bien sûr du sujet. D'ailleurs, est-ce que ceux qui sont sur la partie CPF, vous pouvez nous mettre un petit pouce en l'air pour savoir si vous êtes très nombreux aujourd'hui à être concernés par le fameux 80-20. Super. Donc, quand même pas mal de gens, effectivement, qui sont sur le CPF. Je vais peut-être laisser le micro à Jimmy Martin pour nous rappeler un peu le contexte de la sous-traitance et pourquoi on en parle encore aujourd'hui en 2025. Merci Pascal, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Jimmy Martin, je suis un des fondateurs de la société Certifopac, donc organisme certificateur Calliope. Et donc, si on parle de la sous-traitance aujourd'hui, c'est suite à l'invitation de Pascal sur au final, c'est quoi le bilan 1 an après pas mal de textes qui sont sortis là début 2024 pour des mises en application au 1er avril 2024 pour la plupart, avec notamment des gros enjeux au CPF dans le cadre de la gestion de la sous-traitance. Alors très vite en fait, pourquoi c'est arrivé tout ça? Je vous refais pas tout un cours d'histoire sur le CPF, mais c'est quand même une plateforme qui a été très plébiscitée en 2021-2022. Il y a eu beaucoup d'abus, même un peu malheureusement, et l'État s'est saisi du sujet avec la Caisse des dépôts et des consignations, donc la CDC. Si on parle de CDC, c'est la fameuse Caisse des dépôts et des consignations, pour justement pour encadrer davantage le CPF, le compte formation, et pour encadrer les modalités de gestion de la sous-traitance. Voilà. Donc on en reparlera tout à l'heure quand on va vous parler de 80-20. C'est pas pour la loi de Pareto, mais ce sera pour le pourcentage d'activité en sous-traitance que les donneurs d'ordre peuvent réaliser au CPF. Et puis, on fera aussi, bien sûr, un zoom sur ce que ça impacte aussi sur Calliope, puisque forcément, nous, les questions que l'on nous pose en tant que certificateur Calliope, c'est finalement sur quels indicateurs je suis évalué quand je suis sous-traitant. Il y a tout un micmac, parce qu'il faut aussi savoir que Calliope, à la base, c'est pour les donneurs d'ordre de façon large. Et les nouveautés réglementaires qui sont arrivées début 2025, finalement, elles sont venues inclure dans Calliope des exigences pour les sous-traitants. Donc, on essaiera ensemble
de tout décortiquer, de répondre à quelques questions sans trop rentrer dans le détail parce que c'est pas non plus un webinaire Calliope, c'est pas un webinaire CPF. Donc voilà, on laisse aussi la part belle aux autres sujets avec Pauline et Stéphanie sur les fondamentaux juridiques, sur le NDA, sur la protection juridique, sur aussi, je crois qu'il y avait aussi la propriété intellectuelle. Oui. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, je laisse le bébé. Merci pour le contexte, Jimmy. On a partagé un sondage et vous êtes nombreux à répondre, c'est super. Pour savoir si vous étiez donneur d'ordre, sous-traitant ou les deux. On a pas mal de donneurs d'ordre. On a 60% de donneurs d'ordre avec nous, donc c'est très bien. On avait vraiment travaillé pour les deux cibles et vos questions étaient vraiment sur les deux profils. Mais en tout cas, vous êtes en majorité quand même donneurs d'ordre ce matin. Très bien. Bon, ben voilà, ça c'est une bonne chose déjà. Hop, alors, on a choisi, on n'a pas pu prendre toutes les questions, hein, comme je vous l'ai dit au début. Donc, ne soyez pas frustrés si vous ne voyez pas apparaître votre question. Vous pourrez aller sur Web Connect pour la poser si jamais vous avez encore des doutes. Il n'y a aucun problème. Hop, alors, peut-être sur les fondamentaux juridiques. Moi, je veux bien qu'avant qu'on prenne les questions, peut-être que Jimmy, Stéphanie et Pauline, vous nous rappeliez vraiment les fondamentaux pour chacun des thèmes là qu'on a listés. Donc, la différence sous-traitance, prestation, le NDA, gros sujet sur le NDA, la propriété intellectuelle, évidemment. Une question qu'on a eue sur les formateurs étrangers, on va quand même la traiter. Ça va être rapide, mais c'est important qu'on en parle. Et après aussi, la question sur la RC Pro. Voilà. Pauline, merci d'être là déjà. Est-ce que, parce que je sais que c'est ton sujet, est-ce que tu veux vraiment nous rappeler de manière très pédagogique la différence entre la sous-traitance et la prestation de service, avec tes termes de juriste, mais voilà. Ouais, adapté au quotidien qu'on vit en formation. Alors, la sous-traitance, elle est gérée par une loi de décembre 1975, pardon. Et le texte dit que c'est l'opération par laquelle un organisme de formation confie par un contrat à une autre personne morale ou physique, qui est donc appelée un sous-traitant, tout ou partie de l'exécution d'une prestation de formation dont il a la charge. En revanche, la prestation de service, elle n'est pas du tout encadrée, réglementée par la loi. L'analyse que j'en fais moi personnellement, c'est que c'est l'intervention ponctuelle d'un expert qui n'engage pas l'ensemble, de sa responsabilité sur une action de formation. Donc très concrètement, ce qu'il faut retenir sur la sous-traitance, c'est la notion de réitération et l'amplitude qui est confiée à un intervenant. Donc, si un intervenant intervient sur la totalité d'une formation, on a une relation de sous-traitance. Là où une prestat de service, elle est plus ponctuelle, ça va être du mentorat, ça va être du jury, ça va être de la co-animation pour amener un degré d'expertise supplémentaire. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Ça marche. Merci Pauline. Alors là, on va passer directement au sujet du NDA, numéro de déclaration d'activité. Alors pourquoi on en parle si vite? Parce qu'on a eu beaucoup de questions. Et en tout cas, cette année sur Web Connect, j'en ai eu énormément aussi. On pensait que c'était un sujet qui était un peu passé, mais non. Jimmy, est-ce que tu veux prendre la parole sur ce point-là? Oui. Et puis moi, en parallèle, je vais peut-être vous partager aussi, on a rédigé avec Digiformat un livre blanc là, qui a été publié justement cette semaine. Je vous le partage, hop, et n'hésitez pas à le télécharger. Pascal, je me permets juste avant l'intervention de Jimmy d'amener une information supplémentaire parce que j'ai vu une question passer dans le chat et je vous alerte sur la cascade de sous-traitance. Il y a beaucoup de formateurs qui co-traitent ou qui sous-traitent des formations qui leur sont eux-mêmes sous-traitées et il y a un vrai risque, pas tant réglementaire parce que ça c'est autorisé de la cascade de sous-traitance. En revanche, il y a un vrai risque du point de vue du référentiel parce que l'organisme de formation commanditaire ne maîtrise plus l'ensemble de la qualité quand son sous-traitant sous-traite lui-même. Merci Pauline. Pour le NDA, Pascal, en fait, tu fais bien d'en parler parce que la page
la page web qui traite de ce point-là sur le site entreprendre.servicepublic.fr a été mise à jour assez récemment, le 26 février, donc un peu moins d'un mois. Alors, je vais vous l'envoyer là tout de suite pour que vous l'ayez. Donc cette page-là, hein, c'est une page officielle, hein, donc entreprendre.servicepublic.fr. Et en fait, c'est très simple. Alors, s'il fallait répondre à la question, dois-je obtenir un numéro de déclaration d'activité, ben, la réponse serait oui. Si donc tout formateur ou organisme de formation professionnel doit déposer une déclaration d'activité dans les 3 mois suivant le début de son activité. Ça implique derrière de transmettre chaque année le fameux bilan pédagogique et financier pour que ce numéro reste actif. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que on arrive en avril 2025, là bientôt. On va arriver en campagne de déclaration du bilan pédagogique et financier pour ceux qui ont obtenu leur NDA, par exemple, l'année dernière. Donc, si vous ne le faites pas, vous risquez très fortement une suspension, voire un retrait de votre NDA à partir de septembre-octobre. Souvent, ça se passe dans ces eaux-là. Donc, en octobre 2025, on vous retirera votre numéro. Donc, c'est très important. Donc, pour répondre à la question, bah voilà, moi, je fais de la formation. Dois-je avoir un numéro de déclaration d'activité? Bah, c'est plutôt clair, en fait. C'est oui. Bah, la grande question, c'est est-ce que tous les sous-traitants, même s'ils font 2 formations par mois, doivent avoir un NDA? Est-ce que le donneur d'ordre est obligé de le demander? C'est ça, en fait, la question qui revient à chaque fois. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire interagir. Est-ce que cette année, là déjà ce début d'année, certains ont eu des difficultés à obtenir leur NDA, notamment pour ceux qui débarquent dans l'écosystème ou ceux qui étaient jusqu'à présent sous-traitants et qui n'avaient pas forcément de NDA? Mettez-nous en commentaire un emoji, peut-être peur, si jamais vous ne l'avez pas, vous avez eu des difficultés. Ok, donc quand même pas mal de gens qui ont eu des problématiques, et puis d'autres pour qui ça s'est bien passé, mais quand même beaucoup de problématiques. Du coup, Jimmy, oui, est-ce que tu peux nous rappeler qu'effectivement, là, aujourd'hui, c'est obligatoire pour tout le monde? Oui, après, quand tu lis les textes, c'est plutôt clair. Après, c'est sûr que c'est pas précisé si tu fais 2 heures ou 20 heures de formation par mois ou par an, est-ce que tu es concerné ou pas, mais j'ai envie de te dire, si tu ouvres un restaurant et il te faut une licence 4, si tu vends des boissons, si tu en vends une ou 500 par an, tu n'as pas le choix, quoi. Enfin, tu vois, donc c'est un petit peu pareil. Après, il y a toujours ce truc, oui, mais moi, je fais intervenir un expert métier dans ma formation pendant 3 heures. Bah, après, c'est à vous de voir ce que vous faites dans vos prestations. Est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un formateur? Est-ce qu'il y a un formateur vraiment qui est le responsable presque pédagogique de la formation et c'est lui qui est noté dans la convention de formation avec le financeur. Il faut être clair avec tous ces sujets-là, quoi. Il faut aussi peut-être même demander au financeur, parce que c'est lui qui finance, donc c'est lui qui va vous dire, bah, OK, moi je finance l'animation de l'expert métier dans votre prestation. Ou alors c'est du bonus. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu tendu tous ces sujets parce que forcément, il y a peu de jurisprudence sur ces sujets. Il y a aussi peu de contrôle, qu'on se le dise. Enfin, du moins, c'est pas communiqué. Et donc, voilà, moi j'ai envie de dire qu'il y ait 2 heures ou 200 heures de formation, ben, la phrase elle est plutôt claire hein, quand vous allez sur la page web et en plus ça a été mis à jour assez récemment. Merci Jimmy. De toute façon, on en reparlera, vous inquiétez pas. Un petit point, Stéphanie, sur la propriété intellectuelle. On a quand même eu pas mal de questions sur cette sous-thématique, donc on va en reparler aussi. Mais est-ce que tu peux nous dire rapidement, toi, le point capital sur ce sujet? Avec plaisir. Merci, merci Pascal. Alors, la propriété intellectuelle, en effet, c'est un vrai sujet à la fois pour les donneurs d'ordre et pour les formateurs, puisque les formateurs viennent, eux, avec le savoir, avec leur matériel, souvent. Et les donneurs d'ordre, eux, ils ont envie de récupérer ce matériel pour pouvoir, surtout pour l'audit Calliope, en général, où on a envie de montrer qu'on a fait les choses bien. Et du coup, il y a un peu, on va dire, un peu conflit d'intérêt où le formateur, lui, il n'a pas envie que son contenu soit réutilisé ensuite. Et c'est tout à fait légitime. Et j'ai envie de vous dire que si j'avais un conseil à vous donner, c'est tout ce qui est écrit, c'est parfait. La relation de sous-traitance, elle est gérée par un contrat de sous-traitance. Faites rajouter, si vous êtes sous-traitant, des clauses, des conditions de propriété intellectuelle dans lesquelles vous précisez que vous pouvez, que vous donnez l'autorisation
aux donneurs d'ordre d'avoir accès à ces éléments, mais qui ne sont pas réutilisés pour d'autres formations dispensées par d'autres prestataires. Préciser la limitation de la durée, l'utilisation que vous autorisez sur ces contenus, demander si c'est possible d'avoir peut-être un filigrane. Maintenant, on peut mettre un filigrane pour protéger aussi ces contenus. Voilà. Et les donneurs d'ordre, il faut être aussi un peu souple et comprendre les peurs des formateurs sur ces sujets. Et voilà, je vous rappelle qu'un contrat doit être équilibré. Donc, tout le monde doit trouver son compte dans ce contrat. Il peut être annoté. Tout le monde est responsable de ce qui est écrit. Donc, donneur d'ordre et sous-traitant, à vous d'éclaircir les règles du jeu. Je pense que le mot-clé du live, ça va être contrat de sous-traitance. On va en parler pas mal de fois. On va reprendre ce sujet aussi, vous inquiétez pas. Formateur étranger. Alors, on l'a quand même mis parce qu'on a eu une question et elle revient quand même souvent, en tout cas sur OF Connect. Comment ça se passe quand on a des formateurs basés à l'étranger? Pauline, je sais que tu as une réponse. Elle est un peu compliquée, mais on va essayer de la rendre simple. Ouais, alors on va faire court. Le principe en Europe, c'est le principe de la libre prestation de services. Donc, effectivement, c'est possible de bosser avec un formateur qui habite n'importe où en Europe. Voilà. En revanche, la particularité, c'est que dès lors qu'on est dans la démarche Calliope, dès lors qu'on est soumis à des sollicitations de preuves par les OPCO qu'on fait financer, etc., on a besoin de cette notion de numéro de déclaration d'activité. On rentre dans le cadre de la réglementation, du référentiel, etc. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il existe un dispositif qui s'appelle la désignation d'un organisme de formation représentant en France. Et donc, c'est le formateur dont le SIRET, le siège social, est à l'étranger, qui fait appel de mémoire à la préfecture du territoire où l'organisme de formation avec qui il veut travailler est implanté, pour dire, ben voilà, je désigne cet organisme de formation comme étant mon représentant en France pour me couvrir au titre de la réglementation française et des référentiels français. Et d'ailleurs, c'est lui qui passera Calliope, enfin du moins qui sera présent aussi lors de l'audit Calliope, parce que le formateur étranger pourra être là en visio lors de l'audit, mais c'est aussi lui qui est responsable en cas de non-conformité sur l'audit Calliope ou autre. C'est quand même important. Ouais. Et donc, on vous invite à bien contractualiser correctement sur la répartition des tâches entre le formateur étranger ou l'organisme de formation étranger et vous-même pour savoir qui est responsable de quoi, comment se fait la mutualisation et d'une manière générale, la contractualisation, que ce soit avec un prestataire, que ce soit avec un sous-traitant ou que ce soit avec un organisme de formation étranger, elle est plus que nécessaire pour répartir les rôles, les fonctions, les missions et les attentes. Je veux bien, pour ceux qui ont justement le cas d'avoir des formateurs basés à l'étranger, dans la partie questions, mettez-nous votre expérience. Voilà, prenez le temps de nous rédiger un petit peu comment ça se passe du côté de chez vous. Ça nous donnera des éléments. Et pour terminer, un petit point sur la RC Pro. Est-ce qu'elle est ou pas obligatoire pour tous? Je ne sais pas si Pauline, tu veux répondre aussi sur ce point. Alors, d'une manière générale, les RC Pro en France ne sont obligatoires que dans certains cas, et notamment dans les cas où on engage le bien public ou une forme de responsabilité vis-à-vis de sa clientèle. En l'occurrence, aujourd'hui, dans la formation pro, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il ne me semble pas que la RC Pro soit obligatoire. Pour autant, comme dans beaucoup de domaines, il est fortement recommandé de s'assurer. Le principal risque étant que si on produit un dommage, quel qu'il soit, chez son client, quand on se déplace chez le client, qu'en fait, on n'en soit pas à endetter des générations entières de successeurs et d'héritiers pour payer les dommages qu'on a produits dans l'entreprise. Donc moi, je vous alerte énormément sur cette question de responsabilité civile professionnelle. Je vous invite à en souscrire une. Au passage, sur ma petite expérience pro, moi, je contrains tous mes sous-traitants à disposer d'une RC Pro pour les protéger eux autant que pour me protéger moi. Il y a une vraie notion de responsabilité partagée. Voilà. Qu'est-ce que... C'est très bien. Peut-être bien, on peut demander aussi à nos auditeurs, pour ceux qui sont sous-traitants, avez-vous ou pas une RC Pro? Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air. Ok, bon, on a quand même pas mal de gens qui sont couverts, donc c'est très bien.
Alors, je vais dérouler. Maintenant, on a peut-être un peu trop de questions. Il est midi moins 10. Ce que je vous propose, c'est que je vais les choisir un peu de manière aléatoire, mais ne m'en voulez pas. Et on se dit qu'à midi, on essaie de passer à la partie Calliope pour tenir un peu les délais. Et je pense que pour peut-être Pauline ou Stéphanie, Jimmy, quand vous êtes sur le chat, peut-être répondez un peu aux questions aussi par écrit si vous pouvez. C'est pas facile comme exercice, mais voilà. On y va. Allez, on y va. Donc Delphine, donc rappelez le processus pour effectuer la déclaration d'activité pour le sous-traitant. Donc ça, on y a répondu. Le processus, Delphine, le livre blanc, vous l'a partagé. Il y a pas mal d'éléments et si vous avez des difficultés, moi, je vous encourage toujours, malgré tout, à vous faire accompagner par un consultant. Je pense que vous, Jimmy, je ne sais pas si vous le faites chez Certifopac. Enfin, en tout cas, ne restez pas dans des difficultés parce que moi, j'ai des membres, ça fait peut-être 4 fois qu'ils déposent et qu'ils ont des difficultés, notamment en région Bretagne. Alors, je ne sais pas, la Bretagne, pourquoi c'est si compliqué, mais voilà. Donc, Delphine, tu peux commencer par ce point-là. Christelle qui nous dit, donc elle intervient en externe d'un OF certifié Calliope. Dois-je être déclarée à la DRETS en tant qu'OF moi-même? Si oui, y a-t-il à passer la certification Calliope si je ne fais pas que de la sous-traitance ou mes clients sont des particuliers ou ne font pas appel à des fonds publics? Peut-être rappeler pourquoi Calliope et pas Calliope. Jimmy, si tu veux prendre... J'y vais. Allez, oui, alors ouais. déjà, si Christelle, vous êtes donc formatrice, vous intervenez pour un organisme de formation, donc vous faites de la formation, donc vous devez obtenir votre NDA, donc ça oui. Par contre, alors, de base, il n'y aura pas à passer la certification, donc la certification Calliope, sauf dans certains cas, et notamment en fonction de votre statut juridique, si vous intervenez au CPF, donc ce qu'on parlera tout à l'heure, mais si vous êtes en micro-entreprise, c'est bon, sous plafond de chiffre d'affaires un petit peu élevé quand même, mais enfin ce serait bon. Mais sinon, si vous êtes en URL ou si vous êtes en SASU, enfin autre statut juridique, auquel cas vous devrez passer Calliope. Mais ça, c'est des cas qui sont un petit peu spécifiques et de toute façon, c'est souvent le donneur d'ordre qui va vous dire à un moment donné s'il faut y a passer ou pas. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez aussi vous renseigner s'il faut. On peut aussi voir ensemble, mais en tout cas, c'est en fonction de certaines règles qu'on verra tout à l'heure. Merci Jimmy. Là, c'est une question un peu générale, mais qui peut intéresser pas mal de sous-traitants. Donc, OF certifié Calliope en statut auto-entrepreneur. Est-ce une raison suffisante pour que je ne remporte aucun appel à projet ou appel d'offres? Je compte lancer une offre de formation pour les entreprises avec des formateurs en sous-traitance. Mon statut d'auto-entrepreneur ne va pas-il être bloquant? Donc là, c'est une question un peu d'entrepreneur. Je ne sais pas, peut-être... oui, Pauline, vas-y, ouais, je t'en prie. Alors, ma première alerte, elle va être par rapport au statut. Je suis désolée, on digresse un tout petit peu, mais faites attention, le statut micro-entrepreneur n'est pas fait pour gérer de la sous-traitance et porter tous les frais qui sont associés à ce modèle-là. Donc, je vous alerte sur votre statut de micro-entrepreneur dans un premier temps. Ensuite, en ce qui concerne le fait de remporter un appel à projet ou un appel d'offres sur ce statut-là, il y a effectivement des chances que ça soit une contrainte selon qui est le donneur d'ordre. Je pense notamment à des structures d'État. Il y a une notion de reconnaissance du statut et puis des points de blocage liés à du pilotage et à des éléments de preuve financiers ou réglementaires, juridiques, structurels que vous pourriez sur lesquels vous pourriez être sollicité et que votre statut ne vous permet pas d'émettre. Donc oui, le statut micro-entrepreneur peut être une contrainte au fait de remporter des appels à projets ou des appels d'offres. Merci Pauline. Valentine, si c'est bon pour toi, si tu es avec nous, mets-nous un petit pouce en l'air si tu as bien entendu la réponse de Pauline. Autre question, donc là on revient peut-être pour toi Stéphanie. Stéline qui nous demande est-ce qu'un contrat annuel cadre peut-il suffire pour des formateurs qui interviennent plusieurs fois dans l'année? Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi je vous conseille d'avoir le contrat cadre qui va régir la relation de manière globale. Qu'est-ce qu'on se dit dans ce contrat? On peut se fixer un tarif global, on peut se fixer un volume, comment on va travailler ensemble.
mais je vous conseille vraiment de faire ce qu'on appelle des contrats d'application derrière, où pour chaque action de formation, on va redéfinir les règles, parce que parfois le tarif peut changer si c'est une prestation exceptionnelle, que vous avez dû créer du contenu pédagogique exprès pour cette prestation. Voilà, et je vous conseille vraiment d'avoir les deux finalement, le contrat cadre et le contrat d'application pour chaque action de formation. Et après, vous avez des outils magiques, des ERP de la formation qui permettent d'éditer ces contrats d'application facilement. Donc, voilà. Oui, merci pour le petit clin d'œil à Digiformat. Ceux qui sont clients Digiformat, n'hésitez pas à nous mettre un emoji cœur. Voilà, ça fera plaisir à mon équipe. Et puis pour toutes les questions liées à Digiformat, ça ne sera pas le lieu, mais vous inquiétez pas, voilà, il y aura d'autres moments où on pourra en parler. Une question qui revient souvent Juste, aussi. Pascal, oui. juste pour me permettre, là, pour compléter ce que dit Stéphanie, c'est d'autant plus important ce que tu viens de dire, là, Stéphanie, que maintenant, pour les prestations au CPF, on exige un contrat par prestation, puisque dans chaque contrat, tu vas devoir, tu vas préciser les missions qui sont proposées, les modalités, le contenu de la formation, la sanction de la formation. Et donc, le contrat cadre ne peut pas se suffire à lui-même dans le cadre de prestations au CPF. Et donc, c'est plutôt assez important comme question, ça. Merci, Jimmy. Une question, pareil, un peu différente, donc là, qui revient souvent, pareil, sur OF Connect. Donc, un OF qui appartient à une filiale d'un groupe. Des salariés de ce groupe interviennent en tant que formateurs au sein de l'OF. Sont-ils considérés comme sous-traitants? Est-ce que c'est vraiment de la sous-traitance? Pauline, je peux y aller si tu veux, Pascal. Je viens de répondre à une question dans ce goût-là sur le chat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe au sein des groupes la possibilité de mettre en place de la mise à disposition de salariés, des contrats de mise à disposition de salariés entre les filiales de groupes. Et je vous recommande de fonctionner comme ça, parce que du coup, le salarié qui est salarié d'une filiale X et qui intervient dans le cadre d'une mise à disposition dans une filiale B va du coup être sous la responsabilité de la filiale B. Et donc, on n'est plus sur de la sous-traitance, mais on est bien sur du salariat, et donc tout se passe bien. Eh bien, super, ça va réconforter pas mal de nos membres. Merci, Pauline. Allez, on continue. Il est -3. On va essayer de prendre encore 2 questions, puis on passera un peu à la propriété intellectuelle et après à Calliope. Alors, une question d'Amandine. Alors ça, c'est un peu compliqué. Donc, les sociétaires sont-ils légalement considérés comme des sous-traitants s'ils interviennent sur des formations de l'OF dont ils sont associés sociétaires? Plus spécifiquement, quid des structures coopératives? On en a quand même quelques-unes sur OF Connect, dont les associés peuvent être de différents collèges, investis ou non dans les instances de gouvernance. Je pense que c'est un cas que vous devez connaître. Pauline, oui, bah vas-y, c'est une question pour toi. Alors, quand on est associé dans une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, on a ce qu'on appelle un mandat de gestion. Au titre du mandat de gestion, on peut être considéré comme assimilé salarié, donc bénéficier du numéro de déclaration d'activité et du RNQ dont dispose l'entité juridique. C'est valable également dans les associations. La particularité des structures coopératives SIC-SCOP, c'est que les sociétaires en sont les fondateurs, mais également les collaborateurs. Et normalement, si un contrat de travail régit l'ensemble de la relation entre l'employeur et l'employé, quand bien même les deux sont la même personne, il n'y a pas de souci. On est bien sur un statut de salarié d'un organisme de formation. Voilà. C'est encore une fois la contractualisation qui fait le reste. Super. Une question d'Emeline. Un sous-traitant non Calliope peut-il émettre les documents en son nom sans la signature du directeur de l'OF? Là, je pense que tout le monde a la réponse, j'espère. Moi, je vais bien y aller, mais tellement non, en fait. Merci. Qui a déjà signé dans le chat, qui a déjà signé des documents alors qu'il n'avait pas, qu'il était sous-traitant, et qui a tout pris en charge alors qu'il n'était que sous-traitant? Mettez-moi un petit pouce en l'air si ça a été votre cas, parce que je pense qu'il y a eu sans doute pas des abus, mais en tout cas, effectivement, une incompréhension sur qui fait quoi. C'est vrai qu'il y avait une grosse méconnaissance de ces sujets pendant de longues années, et puis c'était flou aussi, il faut le dire. Ouais. Donc, je trouve que maintenant, quand même, depuis l'année dernière, il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés légalement et par Calliope sur
Et puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup du rapport aussi. Alors, voilà, dans l'idéal, la relation donneur d'ordre sous-traitant, elle devrait être, comme tu disais, Stéphanie, équilibrée. Dans le chat, certains nous disaient, mais malheureusement, c'est un rapport de force aussi. Alors, nous, on aime bien dire depuis 3 ans, si jamais, en tant que sous-traitant, on fait n'importe quoi avec vous, notamment sur les tarifications, tarifs journée, enfin, stopper la relation, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et je pense notamment à certains formateurs qui ont des contrats avec des gros OF. On sait que c'est pas facile, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une amélioration des donneurs d'ordre. Voilà, c'est le point positif. Stéphanie, on a encore une petite minute. Je veux bien qu'on revienne sur le thème de la propriété intellectuelle. On a eu beaucoup de questions sur ce sujet et moi, je veux bien qu'on commence par celle de Charlotte qui nous a un peu fait sourire quand on a préparé le webinaire. Donc, comment formaliser un contrat avec son formateur indiquant qu'il nous cède ses droits pour prendre ses contenus par la suite? Oui, alors, comme je disais, en fait, donneur d'ordre et sous-traitant, chacun a besoin de l'autre. Donc, le formateur a le savoir. Souvent, il vient avec son matériel pédagogique et c'est très bien, parfait. Maintenant, le donneur d'ordre doit aussi formaliser un contrat. Et c'est vrai qu'il y a un rapport de force parfois qui s'instaure, mais n'oubliez pas les sous-traitants, les formateurs, qu'on a besoin de vous en tant que donneur d'ordre. Donc, c'est quand même vous qui permettez la réalisation de la prestation. Donc, il faut faire jouer vos droits, ne pas vous écraser devant le donneur d'ordre. Il a aussi besoin de vous. Et contractualiser, c'est vraiment hyper important. Alors, la propriété intellectuelle sur le monde de la formation, j'ai envie de dire, c'est pas des clauses non plus énormes à mettre en place. Vous avez plein de ressources sur le net et moi, je vous conseille de passer par un avocat de la propriété intellectuelle qui va vous rédiger une clause type que vous demandez à chaque fois à vos donneurs d'ordre de mettre ou également les donneurs d'ordre de mettre en place ces clauses par un avocat. Franchement, c'est un budget de quoi 500, 700 euros et vous pouvez la dupliquer dans tous vos contrats et vraiment, c'est hyper important de rajouter ça dans votre contrat de sous-traitance. Et définissez à chaque fois le périmètre, en fait. Quelle utilisation il y a dans ce périmètre, sur quelle action de formation c'est utilisé, pourquoi j'ai besoin d'avoir accès à ces documents. Est-ce que c'est pour Calliope, ce qui peut s'entendre? Est-ce que c'est pour garantir la qualité de la prestation que je vais délivrer? Ou est-ce que c'est vraiment du contenu que je veux réutiliser après avec d'autres prestataires? Et dans ce cas, on peut faire un contrat aussi de prestation où on va se dire, tu crées du contenu et tu es rémunéré pour ce contenu que je vais réutiliser derrière, mais que les choses soient claires. Voilà, vraiment, et je pars du principe que tout ce qui n'est pas écrit et peut être interprété. Donc, écrivez les choses, mettez-vous d'accord et signez les choses pour qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Oui. Et si vous avez des questions sur comment vous devez pricer, tarifier votre création de contenu pour un donneur d'ordre, pareil, venez sur OF Connect, on en parle, mais il ne faut pas sous-estimer le temps de création des contenus aussi. Je ne sais pas, toi, Stéphanie, comment ça se passe chez vous, mais je pense que c'est vous qui les faites chez Numéricoach. Maintenant, oui, mais parce que maintenant, il y a une équipe interne avec des ingénieurs pédagogiques, mais pendant longtemps, on était sur un business model avec uniquement de la sous-traitance et la conception pédagogique était gérée par les sous-traitants. Et il y avait 2 modèles. Soit on se disait, OK, tu viens avec ton contenu, c'est chouette, mais aussi dans la démarche qualité, j'ai besoin que les contenus soient brandés avec ma marque. Donc, on se mettait d'accord sur un montant et le contenu était brandé, était acheté pour une limitation de durée, de territoire. Ça fait partie des règles de propriété intellectuelle, de durée d'utilisation et dans quel cadre on l'utilise, pour quel client, est-ce que c'est duplicable pour tous les clients ou est-ce que c'est pour un en particulier? Voilà. Mais ça s'achète, en effet. Ça marche. Allez, on va passer à Calliope, les midi 3. On va dire qu'on se consacre entre 10 et 15 minutes sur ce sujet. Donc, Jimmy, ça va être plutôt toi qui va prendre la parole. Il y a beaucoup de questions encore qui ont été partagées. Je suis désolée, on prend en priorité celle du document qui a été fait en amont. Si jamais certains qui ont des choses à partager veulent répondre et puis aider un peu les gens sur le chat, n'hésitez pas, on est en collaboration. Alors, Calliope, Jimmy, déjà, est-ce que tu voulais peut-être faire un intro, un petit mot sur pareil,
2-3 points qui te semblent les plus importants Ouais. avant Bah, l'attaque. déjà, l'intro, je pense qu'il ne faut pas oublier que il y a un texte fondateur de la certification Calliope qui date de juin 2019. C'est un des décrets, enfin, il y en a eu 3 ou 4 en juin 2019, mais c'est un décret qui porte sur la qualité des actions qui concourent au développement des compétences, donc pour les fameux PAC ou les OPAC. Et ce texte, il dit que Calliope concerne les organismes qui disposent d'un NDA, donc on en revient toujours au même. Donc déjà, pour être Calliope, il faut avoir un NDA, c'est la base, et surtout qui souhaitent bénéficier des fonds des financeurs. Et c'est pour ça que souvent, on parle d'obligations Calliope pour accéder au financement public, parce qu'ils sont corrélés à cette certification. Voilà. Et ça a été un petit peu vraiment l'enjeu depuis 2019 de dire, OK, Calliope égale l'accès au financement public. Donc, si on ne fait que de la sous-traitance, a priori, on n'est pas concerné. Voilà. Je dis bien a priori, parce que ça a un petit peu changé depuis maintenant quelques mois, voire un an maintenant. Et en tout cas, pour ceux qui ont posé la question beaucoup l'année dernière, est-ce qu'un jour, l'État prévoit d'obliger tous les sous-traitants à être Calliope, même s'ils ne sont pas sur le CPF? On vous rassure, on n'a pas d'infos dans ce sens-là, donc pas de panique. On ne va pas commencer à se créer des problèmes alors qu'il n'y en a pas. Alors pareil, on a choisi des questions un peu de manière aléatoire, donc on verra si on peut toutes les traiter. Alors, pour commencer, une question de Carole. Carole, si tu es avec nous, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Alors, nous sommes certifiés. Toutefois, nous avons un client qui a son propre centre de formation, chez qui nous dispensons des formations qui ne sont pas calibrées Calliope. Donc, c'est plutôt du consulting, a priori. Je ne sais absolument pas comment l'autre OF déclare cette action. Imaginons que cela apparaisse dans mon BPF et qu'il n'y a pas de concordance avec le mien. Dans mon cas, je l'ai mis hors BPF. Et si lui le met dans le BPF, comment ça se passe ? Notamment, je pense pour les contrôles, c'est plutôt pour le cas d'un contrôle. Ouais. Après, chacun est grand, chacun déclare son BPF comme il peut. J'ai envie de dire déjà comme il peut, comme il l'entend. Alors bien sûr, après, le BPF, c'est un peu l'usine. Enfin, j'aime pas dire que c'est l'usine à gaz, parce que quand on prend du temps pour bien comprendre les choses, on sait quoi mettre dans quel champ. Mais quand même, on peut se dire que le BPF, une fois sur 3, il est peut-être mal renseigné, parce que ça change tous les ans, parce qu'il faut rajouter des choses, parce qu'on ne sait pas où renseigner telle prestation. Et donc, on en arrive à des situations où il y a 2 fois la même prestation qui va être déclarée une fois par le donneur d'ordre et une deuxième fois par le sous-traitant dans la case de la sous-traitance. Donc, moi, personnellement, le BPF, je trouve que les données consolidées au national, c'est pas forcément très représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie, parce que comme c'est déclaré un peu n'importe comment, alors pas pour la majorité, mais bon, ne serait-ce que s'il y a 20 ou 30 BPF, 20-30% des bilans pédagogiques et financiers qui sont déclarés pas correctement, ça pose des problèmes d'un point de vue macro sur les chiffres. Donc, voilà, moi, pour en revenir sur votre question, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous pouvez quand vous déclarez votre BPF, et ça ne vous regarde pas si l'autre, de son côté, il le remplit un peu différemment, quoi. Voilà. Ok. Et puis moi, je vous encourage. Oui, Pauline, vas-y, excuse-moi. Je me permets juste de dédramatiser un peu le BPF, l'objectif n'étant pas de vous déresponsabiliser de cette action-là, mais aujourd'hui, les éléments partagés, chiffrés sur le BPF sont consolidés uniquement dans un but statistique. C'est à ça que ça sert. C'est normalement pas un but de contrôle, pas encore. J'espère que je dis pas de bêtises, mais faites ça sert quand au même. mieux. En fait, juste pour compléter, mais tu as raison, mais ça sert quand même aussi pour l'auditeur Calliope dans le cadre de son échantillonnage et de son évaluation, en fait, tout simplement. Parce que si vous déclarez sur votre BPF 80% de vos prestations en sous-traitance, il y a 80% de chances qu'il échantillonne, donc qu'il choisisse des sessions lors de son audit sur la sous-traitance. Voilà. Donc, en fonction de ça, bien sûr que c'est quand même important d'avoir un BPF qui soit rédigé de façon plutôt correcte, même si on n'est pas à la virgule près. D'où la nécessité de faire au mieux sans... Voilà, pas plus royaliste que le roi, quoi. Après, moi, j'aime bien dire, parce qu'on a eu quand même quelques membres qui ont été contrôlés par l'Ordretz l'année dernière. Donc, qui a déjà été contrôlé, pareil, dans le chat, qui a déjà eu un contrôle de sa Dretz? Mettez-nous un petit pouce en l'air ou un... Voilà, et quand même pas mal de contrôles. Donc, oui, pas mal. Donc, voilà, soyez accompagnés par un bon comptable aussi. On le répétera jamais assez. Bon cabinet d'expertise comptable, de comptable.
On a fait un post récemment sur le sujet avec pas mal de recommandations. Donc voilà, petit aparté, mais qui est important. Natacha qui nous demande, c'est une question générale, mais ça va être très bien pour tout le monde. En tant que donneur d'ordre, quel document obligatoire doit-on transmettre à son formateur sous-traitant, notamment voilà, si effectivement il est audité, qu'il n'ait pas de souci avec l'auditeur. Jimmy, pareil, tu veux y répondre sur ça? Quel document obligatoire? Je dirais tout simplement le contrat. Le contrat, parce que le contrat doit être écrit, doit être aussi précis. Alors, il y a eu une obligation qui est sortie l'année dernière avec le décret qui encadre la sous-traitance au CPF. En partie, enfin, il parle d'autre chose, mais enfin, il parle aussi de ça, plus un arrêté. Et dans ces textes-là, et notamment une loi de fin 2022, on précise en fait que le contrat de sous-traitance, notamment surtout pour les prestations au CPF, doit être écrit et doit mentionner un certain nombre de points, type le contenu de la formation, les modalités, les sanctions, les conditions, la durée, enfin tout ça, un petit peu tout ce qu'on retrouve aussi dans l'indicateur 1 Calliope. Donc j'ai envie de dire, s'il y a bien un document qui est obligatoire à transmettre à son formateur, c'est bien celui-là. Après, tout dépend de sa modalité, de ses procédures qualité. S'il a par exemple une modalité, je sais pas moi, une analyse du besoin ou une procédure de positionnement dans lesquelles il va transmettre des éléments à son sous-traitant, bah forcément que s'il l'a écrit quelque part, il faudra qu'il le respecte après derrière. Et donc, ce sera aussi un enjeu derrière pour son audit Calliope à lui, et aussi un enjeu pour l'audit Calliope du sous-traitant s'il est concerné, donc s'il intervient au CPF, puisque l'auditeur va aussi aller vérifier s'il a bien respecté les éléments qui ont été demandés par le donneur d'ordre. Voilà, donc il y a aussi ces deux volets-là, quoi. Il y a l'obligation donneur d'ordre et l'obligation sous-traitant. Très bien. Alors, une question, alors j'ai pas le prénom, donc pareil, elle fait de la sous-traitance, est-ce qu'elle peut être auditée 2 fois sur la même formation? Comment couvrir au maximum sa propre certification Calliope quand l'OF pour qui je travaille en sous-traitance me semble light sur certains indicateurs? Donc là, on en revient encore au sujet du contrat de sous-traitance, évidemment. Stéphanie, tu peux nous dire un petit peu comment vous faites chez Numéricoach pour que tout le monde soit bien carré? Alors là, je t'avoue que nous, on est plutôt avec, on a très peu de formateurs qui sont certifiés Calliope. On est plutôt sur de la mission ponctuelle. Ils sont pas certifiés Calliope, on fait pas de CPF. D'accord. J'avoue que je serais pas la meilleure pour répondre à ça. Là, juste pour rebondir, mais en fait, ce qui est super intéressant dans cette question, c'est que là, de ce que je ressens un petit peu, c'est je suis Calliope, je fais de la sous-traitance et en fait, j'ai peur pour mon propre Calliope parce que si l'auditeur vient m'enquiquiner sur des prestations dans lesquelles j'étais sous-traitant, mais que mon donneur d'ordre était, comme c'est dit ici, light, ça m'inquiète. Et alors, déjà, c'est une excellente remarque. En fait, vous avez un petit peu touché du doigt l'important là sur. Alors, juste, je vais me remettre sur la diapo. Voilà, c'était. Oui, je sais pas qui c'est celle d'avant. Ouais, c'était celle-là. Voilà, super, merci. Alors là, en fait, toujours pareil, hein, le contrat. Le contrat, parce que depuis la version 9 du guide de lecture, qui est sorti en janvier de l'année dernière, il est précisé très clairement que l'auditeur, en fait, va aller vérifier les indicateurs en fonction des missions qui auront été confiées au sous-traitant. Donc, plus le contrat, il est clair, il est carré sur ce que vous faites, et mieux c'est. Si le contrat il n'est pas clair sur qui fait le positionnement, qui fait l'évaluation, qui gère le contenu, et autres, la consigne qui est donnée au certificateur Calliope, c'est d'auditer tous les indicateurs. Et donc ça peut vous mettre en difficulté. Donc il vaut mieux être assez au fait sur tous ces sujets. Ça marche. Et merci. Je me permets juste de compléter, Pascal, alors sur l'approche plus entrepreneuriale qu'autre chose, mais quand vous sentez que vous avez un donneur d'ordre, un sous-traitant, un co-traitant avec qui vous bossez, qui fait pas du boulot propre, en fait, vous n'êtes pas marié avec lui, quoi. Et c'est important que vos valeurs, notamment quand vous bossez bien, elles ne soient pas mises en danger par un choix de collaboration qui n'est pas pertinent. Donc, je vous invite à peut-être remettre en question cette collaboration. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pauline. On a arrêté de collaborer avec des personnes qui disaient moi, je veux pas de clause où on parle de Calliope dans mon contrat, on arrête ça. On arrête là. Alors, ça sert à rien. On est censé être tous dans le même bateau pour le même objectif.
Ouais, c'est vraiment ça. Organisme de formation, donneur d'ordre, sous-traitant, co-traitant, on les appelle comme on veut. En fait, on est une équipe, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas le même SIRET. En fait, on va dans la même direction. Donc, et cette question de propriété intellectuelle qu'on a abordée et celle de la responsabilité vis-à-vis de Calliope, c'est aussi tout ça. On est une équipe, on bosse ensemble et on bosse bien avec les mêmes valeurs, la même vision. Sinon, on s'arrête, quoi. Ouais, et au final, c'est l'apprenant qui empathie aussi. Donc, faut toujours avoir ça en tête, quoi. Merci à tous les trois. Allez, on va finir avec 2 questions Calliope. Donc, Adeline qui nous demande un tableau avec la liste d'indicateurs et des cases à cocher pour se partager la responsabilité entre sous-traitant et donneur d'ordre est-il obligatoire? Donc, c'est ce qu'on vient de dire, hein, de toute façon. Alexandra qui nous demande, pourriez-vous rappeler les obligations du sous-traitant? Donc, ça, on en a parlé aussi. Donc, pareil, on revient toujours au contrat de sous-traitance. Voilà. Je voudrais juste Vas-y, Pauline. Je voudrais juste, Pascal, revenir, merci Jimmy, sur cette question d'obligation. En fait, il y a ce que le RNQ pose, détermine, encadre. Et puis, il y a vous, comment vous avez envie de bosser en tant que formateur. Et en fait, c'est pas parce que, a priori, c'est l'organisme de formation qui doit réaliser le recueil de besoins que vous, en tant que formateur, vous n'en avez pas besoin. Bien au contraire. C'est ça qui va vous permettre de rentrer dans la pédagogie fine et le sur-mesure fine attendu par le référentiel. Donc, cette répartition des tâches, la faire de manière binaire, ça c'est toi, ça c'est moi, en fait, c'est au détriment de la pertinence de votre pédagogie et du sur-mesure qui est attendu et dont on rêve tous, en fait. J'ai eu beaucoup de cas, effectivement, là, c'est un très très bon sujet de sous-traitants qui n'avaient pas accès au recueil de besoins, enfin, qui n'avaient même pas les infos de base sur la partie même handicap et qui du coup se retrouvaient en formation avec 0 élément. Et alors quand on doit animer une formation, on n'a pas les éléments en amont, bonne chance. Hein. Ouais, donc très très bon point soulevé. Alors attendez, je regarde un petit peu si on a le temps encore, il est 16. Ok, donc ça c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Donc voilà, et vous inquiétez pas, demain on vous fera passer un mail et on vous a fait un peu un récap avec les 10 commandements de la sous-traitance et on mettra par écrit ces éléments qu'on vous a cités aujourd'hui. Voilà, en plus de replay. Alors, pour finir, est-ce que déjà ceux qui nous écoutent, c'est ok pour vous? Est-ce que ça vous semble clair? Mettez-nous des petits emojis. On va un peu vite, mais on essaie de tenir le timing. Super. Bon, bah, écoutez, tout va bien pour l'instant. Jimmy, Stéphanie, Pauline, ça va aussi de votre côté? Ok. Bon, allez, top. Allez, on termine sur la parenthèse CPF. Bah, je pense que là, pour le coup, Jimmy, tu vas être encore celui qui va être le plus concerné. Stéphanie aussi, peut-être, je ne sais pas si Numéricoach, vous faites du CPF? Pas du tout. Non, enfin, on en fait, mais alors c'est vraiment à la marge. Et du coup, on n'utilise pas la sous-traitance pour ces cas-là. On fait que avec l'équipe interne. Ok, très bien. Jimmy, est-ce que tu veux dire un mot déjà pour introduire ou on passe directement aux questions? Déjà, en fait, un mot très vite parce qu'on a déjà un petit peu parlé, mais donc le CPF, donc ça a été encadré davantage l'année dernière. Donc il y a eu tout un socle réglementaire avec loi plus décret plus arrêté, avec des liens. Je crois que c'est dans le livre blanc, là, Pascal, que tu avais transmis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, on a demandé aux sous-traitants de répondre aux mêmes conditions que les donneurs d'ordre pour pouvoir intervenir sur des formations qui sont sur le CPF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut avoir un NDA, il faut avoir un BPF, il faut pouvoir justifier de ses titres et compétences sur le sujet que l'on anime, ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale et satisfaire aux CGU d'EDOF. Donc les CGU d'EDOF, c'est quoi? C'est les conditions générales d'utilisation du portail EDOF. Et pour ceux qui ne savent pas, mais le portail EDOF, c'est l'espace des organismes de formation. En gros, c'est le back-office du compte formation. Donc c'est l'accès donneur d'ordre pour ceux qui vont aller créer leur offre et qui vont aller gérer tout ça. Donc ça a été déjà en fait un premier aspect. Et de ce premier aspect est venu ensuite s'ajouter une exigence avec donc le contrat écrit, donc ce qu'on a dit déjà là tout à l'heure sur le contrat écrit. Donc il faut un contrat entre donneur d'ordre et sous-traitant sur le contrat, sur les missions qui sont proposées pour encadrer tout ça et pour faciliter l'émission aussi de l'auditeur Calliope dans le cadre de ces prestations. Puisque, et ça c'est quand même une nouveauté, ça inclut
Et c'est un petit peu différent par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand je disais sous-traitant, on n'est pas concerné par Calliope a priori, mais ces textes-là viennent inclure la certification Calliope, viennent l'imposer pour les sous-traitants qui animent au CPF. Et ça, c'était la grande nouveauté de l'année 2024 et ce qui a fait aussi couler pas mal d'encre sur le sujet. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'introduction que je peux donner là-dessus. C'est maintenant, Calliope devient aussi obligatoire pour certains sous-traitants qui interviennent au CPF. Voilà. Et ce qui a laissé les gens un peu dans la panique, je pense, en 2024, c'est qu'il n'y avait pas forcément une règle claire sur comment allait être calculé, sur quelle base, en fait, le 80-20, comment piloter tout ça. Est-ce que certains qui sont au CPF ont reçu un courrier pour les prévenir de futurs contrôles de la CDC? Si c'est votre cas, je veux bien que vous mettiez un emoji. Donc, quelques-uns l'ont reçu déjà. Donc, c'est ça, Jimmy, hein, c'est qu'il y aura effectivement un démarrage de contrôle là cette année. Alors, Donc, c'est pas dit que les contrôles ouais. c'est pas dit que les contrôles portent principalement sur la règle 80-20 parce que ce qui a été annoncé, c'est plutôt des contrôles qualité au sens classique avec un référentiel qui est porté par la Caisse des dépôts et des consignations, qui reprend un peu Calliope d'ailleurs. Enfin, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais c'est assez ubuesque parce que certains ont peut-être vécu leur audit de surveillance et là, dans un mois, là, hop, il faut repartir sur des contrôles CPF. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, cette règle 80-20, c'est quoi? C'est il faut que 80% du chiffre d'affaires qui a été réalisé au CPF soit fait au maximum par de la sous-traitance. Voilà. Donc, il faut que vous puissiez justifier qu'il y ait 20% d'activité en interne. Voilà. Et après, alors ça, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé depuis l'année dernière, Pascal. Tu te souviens, on avait déjà échangé ensemble. On avait dit oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a la CDC qui va faire une FAQ sur le sujet, machin. Oui. Alors, je suis encore un petit peu retourné voilà, sur tous les supports. Je suis allé faire de la veille sur le sujet, regarder un petit peu. J'ai rien vu. Alors, peut-être que je suis passé à côté, hein, d'ailleurs, hein, si certains ont plus d'infos, mais j'ai pas vu passer d'informations officielles de la CDC, même sur Redof et autres, sur la règle ou peut-être même sur une application, sur quelque chose qui viendrait faciliter un petit peu tout ce travail-là, parce que là, aujourd'hui, chacun fait un peu comme il veut. Voilà, il y en a qui sont sur des tableaux Excel, qui prennent leur chiffre d'affaires, qui font des pourcentages, qui regardent, d'autres qui travaillent sur de la facturation, d'autres qui travaillent sur leur trésorerie. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Je sais que toi, Pauline, tu avais certaines bonnes pratiques sur le sujet. Tu voulais aussi intervenir là-dessus. Ouais, en deux mots, en fait, par mesure de sécurité, mais encore une fois, parce que c'est mon profil, je fonctionne comme ça, moi, dans ma vie, je prends pas de risques. Ou alors mesurer. Et en l'occurrence, pour me prémunir de ce risque-là, je suis partie du principe que si toutefois on allait sur le CPF en sous-traitance, ce qu'on ne fait pas finalement, mais si toutefois on le faisait, le premier mois, le chiffre d'affaires serait exclusivement celui que nous générons en interne. Et ensuite, le mois suivant, je me serais calquée sur ce pourcentage 80-20 du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent. Et toujours comme ça, en référence au mois précédent, ce qui fait que sur 12 mois consécutifs, quel que soit le calcul, s'il est calendaire, s'il est civil, s'il est lié à la durée d'exercice comptable de la société, en fait, il ne peut pas y avoir de dépassement de ce ratio de 80-20. Bah ça, c'est une façon de piloter. Je veux bien, pour ceux qui, cette année, ont dû piloter tout ça, dites-nous un peu comment vous avez fait. Est-ce que vous avez fait un peu comme dit Pauline ou au contraire, vous avez fait d'une manière un peu plus agile, flexible? Après, la prise de risque, moi, je dis toujours qu'il y a quand même une part de bonne foi dans tout ce qu'on fait. Donc, Après, voilà. moi, Après, j'ai moi, pas je été vote. contrôlée, donc c'est compliqué de parler tant qu'il n'y a pas de contrôle et de. Ah, ouais. Mais en fait, pour moi, le plus simple, si on veut que cette règle sur les 80-20 s'applique, alors après, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est utile ou pas, est-ce que si, est-ce que ça, mais si on veut vraiment que ça marche, pour moi, il faut traiter la cause à la racine. Donc en fait, il faudrait que ce soit géré directement sur le portail EDOF, parce qu'en Ouais. fait, il y a déjà tout sur le portail EDOF. Tu as toutes les sessions, tu as le statut de la session, donc tu sais si elle est en cours, si elle est réalisée, tu connais son montant. Donc, si demain, la CDC met un petit peu de sous sur le développement et arrive à se faire un portail où chaque donneur d'ordre peut gérer ses sous-traitants,
où tu peux affecter tes sous-traitants sur les sessions avec un système de pourcentage ou de nombre d'heures affectées à la session, bah derrière, ça te calcule ton 80-20 tout seul. Et là, on est tranquille, il n'y a pas besoin de faire un tableau Excel derrière, machin. Et en fait, tout le monde est alerté s'il y a des seuils qui sont dépassés en fonction de ça. Voilà. Mais bon, ça c'est un doux rêve. On ne sait pas trop comment le développement est orienté sur Head-Off, mais en tout cas pour moi, pour que ce soit efficace, il faudrait que ce soit fait comme ça. Ce serait bien plus simple pour tout le monde. On verra si cette année il y a des choses qui apparaissent. Il y avait une question d'Hélène pour le 80-20. Donc elle nous demande les 20% peuvent-ils être de l'e-learning en IA par exemple. C'est pareil avec les formations e-learning. Comment calculer le 20%? Bah, ça, c'est Joker, hein, comme on dit. Hein. Dans le Ouais. sens où, normalement, le 20%, c'est la prestation en interne. Donc, si on veut calculer la règle du 80-20, c'est sur le face-à-face pédagogique. Donc, typiquement, sur une formation qui dure 35 heures, il faudrait être capable déjà de dire, bah, sur ces 35 heures, j'en ai fait 21 en face-à-face pédagogique. J'en ai fait 7 ou 14 en MOOC, en capsule pédagogique autre. Et derrière, bah, les règles ne sont pas les mêmes, là, forcément. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est pas à nous de vous dire comment faire, malheureusement. Et je suis désolée, mais ça soulève aussi une autre question. Attention à cette notion de bénévolat dans l'association. Je ne sais que trop que souvent, surtout dans le format associatif, on prend toutes les bonnes volontés. Se pose aussi dans la question du référentiel le sujet de comment est-ce que vous sélectionnez vos formateurs, en quoi est-ce qu'ils sont compétents pour intervenir et gérer un groupe et transmettre une expertise. Donc cette notion de professeur bénévole, c'est pas la seule réponse. C'est pas la seule problématique que d'aborder la question du 80-20. C'est plus large, quoi. Et je reprends un peu sur le chat à côté. Donc effectivement, si vous n'avez personne en interne qui forme sur le CPF, va falloir commencer à réfléchir à internaliser un poste, hein, pour ceux qui font le faire vous-même. Beaucoup de CPF. Ou vous-même, voilà, en tant que dirigeant d'OF, faut vous y mettre. Hein. Il n'y a pas d'autre solution, voilà, clairement. Et oui, effectivement, Marguerite qui nous dit les 20% peuvent être réalisés par les associés de la société mère et inscrits dans le mandat. Oui, ils font partie de l'équipe, effectivement. C'est la notion de mandat de gestion qui se retrouve à cet endroit-là. Donc là, je suis désolée, effectivement, sur la partie CPF, on aimerait bien vous amener des nouvelles informations pour vous aider à avancer. La question du pilotage, elle est intéressante. Donc, je veux bien, pour ceux qui ne sont pas encore une fois sur OF Connect, rejoignez-nous et on pourra en discuter. On fera des ateliers sur le sujet. Et peut-être pour ceux qui ont des contrôles, mais comme tu dis, Jimmy, les contrôles ne vont pas forcément se porter sur le 80-20. Ça va être des contrôles plutôt généraux de la CDC. Est-ce que certains ont été contrôlés ces derniers mois par la CDC? Je veux bien, pour ceux qui ont eu le cas, que vous me mettiez un petit pouce en l'air. Et peut-être dans le chat, que vous nous disiez comment ça s'est passé, ces contrôles. Est-ce que ça a été compliqué ou pas? Et puis pour tous ceux qui sont sur Head-Off, on a évidemment un groupe, nous, sur OF Connect, où on se retrouve tous les mois pour parler de nos problématiques sur Head-Off. Donc voilà, pareil, ça peut être des bons moments aussi pour vous pour avancer. On arrive presque à la fin. Est-ce que pour ceux qui sont encore connectés, vous êtes satisfaits de ce moment? Évidemment, vous aurez le replay, vous inquiétez pas. On vous partagera par mail quelques documents aussi. Voilà, on essaie de faire synthétique, mais c'est jamais facile sur un sujet pareil. En tout cas, merci à tous ceux qui ont posé pas mal de questions. Pauline, Jimmy, Stéphanie, si vous aviez un dernier mot à dire, vraiment pour vous, la phrase clé de ce live, ça serait laquelle? Allez, honneur aux femmes. Stéphanie, je te laisse commencer si tu veux. Moi, je dirais faisons équipe et protégeons-nous les uns les autres pour servir à un but commun. Top. Elle m'a piqué ma phrase, la vilaine. La meilleure relation est celle qui est posée dès le début et contractualisée et claire pour tout le monde. Très bien. Donc, un contrat clair. Une relation claire. C'était encore mieux, en fait, Pauline. Tu vois. Et Jimmy, pour terminer.
Eh ben moi, je dirais, mais alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais ça porte bien son nom avec ce qu'on fait chez Certifopac, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ça, quand on est donneur d'ordre, ben, je pense que c'est bien de le comprendre. Et puis après, bah, quand on est sous-traitant, il faut surtout se prêter au jeu. Et là, par contre, je reviens à ce que disaient Pauline et Stéphanie, c'est que bah, c'est pas parce qu'on est sous-traitant qu'il faut se faire marcher sur les pieds. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de se sortir de certains donneurs d'ordre parce que bah, il faut aussi manger à la fin du mois, il faut remplir son frigo. Mais c'est des stratégies à plutôt moyen long terme, hein, et on est marié avec personne, certes, comme tu disais, Pauline, et je pense que voilà, il y a des enjeux aussi. Et juste pour conclure, je pense que je suis assez surpris, moi, de toutes les questions. Toutes les questions qui sont présentes sur le sujet, là, sur le 80-20. Et je pense que c'est encore vraiment pas maîtrisé par la grande majorité des centres de formation et notamment des sous-traitants. Et ça, alors, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas de votre faute en tant que tel, mais c'est surtout du ressort de la clarté de ce qui est demandé sur le marché, quoi. C'est-à-dire que si la règle de base, elle est dictée, mais sans consigne très précise, comme là, bah, pour le 80-20, bah, derrière, comment on fait, quoi? Comment on fait, quoi? À part sortir un petit fichier Excel et puis se dire, bon, bah, attendre d'être contrôlé un jour, je me mets à votre place, c'est pas évident non plus. Donc, S'il a courage, déjà on va y arriver, quoi. je sais que ça a été compliqué, on va pas se le cacher, ça a été compliqué pour eux aussi l'année dernière, ça a été très vite, peut-être un peu mal pensé. EDOF, il y a déjà plein de problèmes techniques, on va pas se le cacher non plus. Donc, faites pour le mieux, voilà, avec votre bonne foi, évidemment. De toute façon, la sous-traitance, aujourd'hui, beaucoup d'OF ont beaucoup de sous-traitants, mais il faut toujours avoir en interne, ça c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, des personnes qui gèrent la pédagogie, qui ont quand même un œil sur aussi les clients, leurs attentes, même si les formateurs le font très bien, il faut aussi quand même qu'il y ait toujours des personnes en interne qui soient attentifs à ça. Et moi, forcément, sans faire de pub trop affiché, je ne saurais que vous conseiller de prendre des outils comme Digiformat pour vous faciliter la vie, évidemment. Coucou à tous nos clients qui sont là. Et puis, peut-être avec l'IA aussi, voilà, avec les nouveaux outils pour automatiser. Et même si on automatise, de garder toujours une relation avec ses sous-traitants. Je pense que toi, Stéphanie, vous le faites très bien. Toi aussi, Pauline. Et je pense qu'un bon OF, c'est aussi un bon réseau de sous-traitants fidèles et qui, du coup, est performant. Ça vaut aussi pour le certificateur, hein, parce que on a les mêmes contraintes pour les auditeurs, on collecte aussi leur RC Pro, et en fait, c'est pas le même volet, parce que là, nous, c'est des auditeurs, mais pas des formateurs, mais c'est les mêmes contraintes. Et c'est clair qu'en fait, quel que soit le marché, la gestion de la sous-traitance, c'est un très gros enjeu. Eh ben, très bien. Merci pour cette conclusion à tous. Merci à ceux qui étaient venus. Merci Clémentine, merci Malika. Je ne vais pas tous vous citer, mais je connais quelques têtes. Merci Yoann d'avoir été là. Je vous dis à très vite. Bon appétit. Et puis Jimmy, Stéphanie, Pauline, on se retrouve dans un an, peut-être pour refaire un point. Voilà. Avec plaisir. Pour la V12 du référentiel. Pour la V12 du référentiel. Arrête baillonnez-le 12, mais ça va pas bien. En mars et en avril. On vous souhaite bon courage. Merci à tous. Merci. Au revoir.